Ok, c'est bon, ça a commencé à enregistrer. Donc pourquoi est-ce que dans la grille à droite, là, c'est pas possible de trouver des chemins disjoints pour tout le monde? Est-ce que vous le voyez, ça? Qui c'est qui peut pas avoir de chemin disjoint dans ce truc-là? Où est-ce que ça va bloquer? Il y en a qui bloquent, là, lesquels? Ah. Problème en 3-3. Oui, c'est vrai. C'est là qu'est le problème. Le problème, il est là. Pourquoi? Parce que lui, pour partir, vu qu'il doit faire un chemin disjoint des autres en particulier, il ne peut pas aller ni vers là, ni vers là, ni vers là. Donc il est obligé de partir par là. Et lui, c'est pareil. Lui, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, donc il est obligé de partir par là. Okay? Et du coup, leurs chemins, ils vont s'intersecter sur ce nœud-là, ce qu'on ne veut pas. Donc c'est impossible de trouver un scénario d'évacuation dans ce cas-là. Et justement, la question, c'est étant donné une grille, mais en fait ça marcherait avec n'importe quel graphe, étant donné une grille et des sommets qu'on veut évacuer, est-ce que vous êtes capable de dire s'il existe un scénario d'évacuation dans lequel tous les chemins sont disjoints? Alors la première question qu'on vous pose, on va faire que celle-là, c'est qu'on va considérer l'extension du problème du flot maximum, où on n'a pas seulement des capacités sur les arcs, mais on a aussi des capacités sur les sommets. Les sommets ont une capacité maximum. Ça veut dire que le flot total qui transite par le sommet ne doit pas excéder cette capacité. C'est quoi le flot total qui transite par le sommet? C'est tout ce qui rentre sur le sommet, qui est d'ailleurs égal à tout ce qui sort par conservativité du flot. Et donc on veut que cette grandeur qui arrive, qui rentre sur le sommet, ne soit pas supérieure à sa capacité. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour se ramener à un problème que nous, on connaît bien, où il y a des capacités seulement sur les arcs. On peut faire ça par une petite transformation du graphe donné en entrée. On n'est pas obligé de vraiment considérer les capacités sur le nœud, on peut transformer le graphe à la place et se ramener à un cas où on n'est que des capacités sur les arcs. Alors la question, c'est comment on fait ça? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est une transformation du graphe où j'ai des capacités, j'ai un graphe où j'ai des capacités à la fois sur les arcs et sur les sommets. Donc, par exemple, ici, je vais mettre une capacité, je sais pas moi, 4. Bon, et j'ai des capacités sur les arcs, comme d'habitude. Ça, c'est les capacités, hein. Je les mets entre crochets, du coup. Je voudrais me ramener à un cas où j'ai plus de capacité sur les sommets. Je veux enlever la capacité sur le sommet. Comment je peux faire? Par une petite transformation. Split chaque sommet en deux, dit Titouan. Oui, ça c'est la solution à laquelle je pensais. Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Est-ce que vous voyez comment on peut faire pour modéliser la capacité? Donc c'est une question de modélisation. Comment est-ce que je modélise la capacité qui est sur le sommet par une capacité qui est sur un arc? Mais la réponse, elle peut paraître un peu simplette, mais c'est juste ça. J'ai qu'à remplacer le sommet par un arc. Alors comment je fais pour remplacer le sommet par un arc? Moi j'ai un sommet. Okay, sommet U. On va peut-être pas l'écrire comme ça d'ailleurs. J'ai un sommet qui s'appelle U, qui a une capacité, okay, je ne sais pas ce que c'est, et il a des arcs entrants sur U, et puis il a des arcs sortants.
je vais marquer sa capacité, ça va être C par exemple. Qu'est-ce que je peux faire comme transformation pour le transformer en un arc? Ben, je peux faire comme il a dit votre camarade Titouan, je peux le splitter en deux. Donc je fais un sommet U que je vais appeler U in pour recevoir les arcs entrants et un sommet U out pour les arcs sortants. Donc U in, il va récupérer les arcs entrants de U. Et U out, il va récupérer les arcs sortants de U. Ok. Leur capacité, elle ne bouge pas. Donc mettons que là, il y avait capacité C1, C2, C3, C4, C5. Je garde les mêmes capacités pour les arcs C1, C2, C3, C4 et C5. Et entre les deux ici, je mets un arc de U in vers U out avec capacité, la capacité qu'il y avait sur le sommet U. D'accord? Je mets capacité C. Et comme ça, je me retrouve à modéliser le fait que, à travers ces deux sommets U in et U out, qui modélisent le sommet U, je ne peux pas avoir un flow de plus de C. Donc en particulier, comme sur U in, le flow entrant maximum, c'est le même que sur C, ça veut dire que le flow entrant que je peux avoir sur U in, il excédera pas C par conservativité du flow sur U in. Ce qui va rentrer sur U in, ça sera pareil que ce qui sort. Et du coup, comme j'ai mis une contrainte que sur ce qui sort, ça ne peut pas être plus que la capacité du sommet U, eh ben, ce qui rentrera sur le sommet U, là, sur le sommet U in, ça ne sera pas plus que la capacité qu'il y avait sur le sommet U. Et pareil pour ceux qui sortent. Donc en faisant cette petite manip, de splitter le sommet en deux, je peux passer d'un cas où j'ai des sommets qui ont des capacités, me ramener au cas qu'on a traité depuis toujours, où c'est seulement les arcs qui ont des capacités. Okay. Est-ce que... alors, il y a quelqu'un qui n'entend pas. Mohamed, tu n'entends pas et tu vois rien. Oui, ça, en effet, c'est un problème, mais j'ai l'impression que les autres entendent et voient. Ok. Voilà. Ok. Oui, il n'y a pas tous les groupes qui ont vu ça. C'est pour ça que je le refais. Du coup, voilà. Et comment est-ce que ça va nous aider à résoudre notre problème initial? Le problème de l'évacuation. Ça veut dire que maintenant, quand vous avez des capacités sur les sommets, vous savez résoudre le problème. Vous pouvez le transformer en un problème de capacité sur les arcs. Donc, pour modéliser, vous pouvez utiliser des capacités sur les sommets si ça vous arrange. Et alors, celle-là, comment est-ce que vous la modéliseriez par des capacités sur des sommets? La grille. Qu'est-ce que vous mettriez comme capacité sur les arcs et les sommets de la grille? Capacité de 1 pour chaque sommet, dit Quentin. Eh bien oui, je suis d'accord. Si là, sur tous les sommets de la grille, vous mettez capacité 1, et vous mettez aussi capacité 1 pour tous les arcs de la grille, et on fait un flow de quoi vers quoi? Oui, on n'a pas dit de quoi vers quoi on fait un flow. Il y a une autre étape de modélisation, c'est comment je vais représenter ça par un flow. C'est quoi mes sources? C'est tous les sommets que je veux évacuer. Et c'est quoi les puits? C'est tous les points qui sont au bord de la grille. C'est là où je veux aller. D'accord? Je veux aller des sommets à évacuer vers les points au bord de la grille. Encore une fois, problème classique, on se retrouve avec sources multiples et puits multiples. Et comment est-ce qu'on fait pour passer à source et puits unique? Je mets une source fictive que je relie à toutes les sources qui m'intéressaient. Moi, j'ai dit les sources dans mon problème, c'est les points à évacuer. Donc là, je ne vais pas tout dessiner, mais il faudrait les relier à tous les sommets à évacuer.
et je mets un puits fictif que je relie à tous les puits multiples. Alors, les puits, pour moi, c'était quoi? C'était les sommets du bord de la grille. Je ne vais pas encore tout dessiner, mais pour tous les sommets du bord de la grille, je vais mettre un arc vers le puits fictif. Okay, quelque chose comme ça. Et du coup, ce que je veux, moi, c'est envoyer, un flot de S à T. Alors, combien je vais mettre de capacité sur les arcs que j'ai créés, sur les arcs? Donc, on a dit sur le réseau, on mettra partout capacité 1 pour dire qu'il n'y a qu'un sommet qui peut passer par cet arc. Et pareil sur les sommets, il n'y a qu'un sommet à évacuer, là, qu'un sommet noir qui peut avoir son chemin qui passe par ce sommet. Donc, je mets capacité 1 sur tous les sommets et sur tous les arcs de la grille. Et qu'est-ce que je mets comme capacité sur les arcs sortant de la source? Ben, je peux mettre capacité 1 aussi, d'accord? Avec l'idée que ça correspond justement à un sommet. Chaque arc est relié à un sommet. Donc je peux envoyer du flot de 1. Et moi, ce que je veux, après, c'est évacuer ce flot. Donc là, je peux le modéliser, comme ça. Et pareil pour le puits, je peux mettre 1 depuis tous les arcs qui rentrent sur le puits. Ça veut dire qu'il y a un sommet maximum qui pourra transiter vers le puits. Mais là, c'est moins important parce que de toute façon, avec les contraintes de capacité sur les sommets, de toute façon, il n'y aura qu'un sommet qui arrivera là. Ok, donc ça, c'est une modélisation par mon flot. Et la question de est-ce que j'arrive à trouver un scénario d'évacuation, elle revient à dire est-ce que j'arrive à trouver un flot de quelle valeur? Qu'est-ce que je veux faire comme flot du coup? Oui, T c'est le puits. Et moi, avec cette modélisation, je voudrais faire un flot de combien? De valeur 1, non pas tout à fait. Si tu fais un flot de valeur 1, ça revient à dire que tu as évacué un sommet. Mais là, tu veux tous les évacuer. Donc tu veux un flot dont la valeur c'est exactement le nombre de sommets à évacuer. Ok. Si j'appelle, alors il y a ici, il s'appelle comment P point, d'accord? Il y a P point à évacuer. Donc moi, je veux savoir s'il y a un flot de valeur P. C'est ça la question que je pose. Si la réponse est oui, j'ai mon scénario d'évacuation. Si la réponse c'est non, je ne l'ai pas. Alors, il y a une petite question que je vais traiter qu'à moitié, laisser en suspens. Mais il y a une petite difficulté de plus, en vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait envoyer du flot qui ne soit pas 1 sur les arcs. Peut-être le flot, ça va être 0,6. Là, ça ne veut pas dire grand-chose. D'accord? Est-ce que moi, je peux autoriser à splitter le flot un sommet, il doit s'évacuer entièrement sur un truc, d'accord? Il ne doit pas faire 0,6 d'un côté et 0,4 de l'autre. Okay. Donc, en fait, il y a une petite difficulté de plus qui est qu'en réalité, ce que je cherche là, c'est un flot à valeur entière. Moi, ce que je cherche, ce n'est pas uniquement un flot de valeur P, c'est un flot entier de valeur P. Et ça, je le laisse en suspens parce qu'on va en faire d'autres aujourd'hui, des flots entiers, et on va discuter plus précisément de cette question. Donc du coup, on laisse là l'exercice 7. Ce que je voulais vous montrer, c'était l'histoire de la modélisation de comment enlever les capacités sur des sommets et les remplacer par des capacités sur des arcs. Et maintenant, pour l'histoire de flots entiers, vous allez voir qu'on va s'y heurter dans l'exercice 6 par lequel on va commencer. Encore une histoire de catastrophe. Pas un TD très optimiste. Donc on fait l'exercice 6. Je vous laisse lire l'énoncé et on discute après.
Si le sujet de TD est en ligne, c'est le même que la dernière fois, Jérôme. C'est juste qu'on va traiter la deuxième moitié du sujet. Vous avez en ligne le sujet et la correction. Et bientôt, vous aurez en ligne les PDF de correction annotés par les 2 séances que je viens de faire. La séance que j'ai fait avec le groupe d'avant pour la première partie du TD et la séance qu'on est en train de faire ensemble pour la deuxième partie du TD. Ça, c'est grâce au logiciel qui m'a fait découvrir votre camarade. Là, je peux annoter le PDF et à la fin, je le sauve. Et vous avez non seulement vous pouvez faire le replay de la séance que j'enregistre, mais vous avez aussi le PDF annoté de la séance. Peut-être des fois, c'est plus facile à consulter que tout regarder le film de la séance. Donc là encore, pour votre modélisation du problème d'affectation des blessés dans les hôpitaux, qu'on vous demande de faire, pensez que vous pouvez demander un flot entier. On discute après de comment on peut résoudre le problème du flot entier. Mais vous pouvez demander l'existence, pas uniquement d'un flot maximum, mais d'un flot à valeur entière maximum, c'est-à-dire où tous les flots sur tous les arcs soient des entiers. Ça peut aider à modéliser des problèmes différemment et avoir un pouvoir d'expression de modélisation qui est supérieur parfois à celui qu'on a par le flow classique, où on ne contraint pas les flots à être des valeurs entières. Comme question. Avec une question en fait. Ok, moi je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir, en fait. Là, du coup, il n'y a qu'une question en fait dans l'exercice. Dessine des petites choses pendant que vous réfléchissez, vous n'êtes pas obligé de regarder. Mais vous pouvez aussi. C'est une bêtise ça. Vous avez pas eu quoi là? Ah oui, c'est pas terrible ce que j'ai fait, je crois. Ouais, j'ai enlevé une page, d'accord. J'ai fait une bêtise là.
Oui, c'est ça, le flot maximal. Alors, du coup, ça, c'est important que ça, vous soyez clair là-dessus parce que c'est le sujet du premier cours et du coup du premier TD. Le flot maximum, en fait, c'est le maximum qu'on peut envoyer à travers les arcs depuis là où les sources vers le ou les puits. Donc, c'est la quantité qui sort de la source ou équivalent la quantité qui rentre dans le puits. Ah, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça parce que ça me forcerait à tout reprendre. Mais voilà, c'est ça. Tu envoies du flot sur les arcs et tu veux maximiser ce qui passe depuis la source vers le puits en respectant deux contraintes. Tu ne dois pas excéder les capacités qui sont définies sur les arcs. Le flot que tu mets sur un arc ne doit pas excéder sa capacité à l'arc. Et tu dois avoir conservation sur tous les sommets, c'est-à-dire que la somme de flot qui rentre dans un sommet doit être égale à la somme de flot qui sort du sommet. Alors, comment est-ce qu'on fait pour modéliser notre problème? Je vous donne une solution pour la modélisation. Donc nous, ce qu'on a, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a un ensemble d'hôpitaux à droite et un ensemble de blessés à gauche. Et ce qu'on veut, c'est évacuer les blessés vers des hôpitaux. Le problème qu'on a pour faire ça, c'est que chaque hôpital, H1, a une capacité d'accueil maximale. D'accord? NH1, ici. Et en plus de ça, donc ça c'est une contrainte, et en plus de ça, il y a une contrainte sur les blessés. Les blessés, ils ne peuvent pas aller n'importe où. En fonction de leur localisation, ils peuvent seulement aller vers un sous-ensemble restreint d'hôpitaux. D'accord? Par exemple, le blessé 1, il peut aller en H1, en H2, et le blessé 2, disons qu'il peut aller en H2 et H3, voilà. Et puis ce blessé-là, peut-être il peut aller en H3 et HP, peut-être aussi en H2. Voilà. Donc ça, les contraintes d'affectation, on peut les représenter par un graphe. Je fais un graphe bipartite dans lequel je mets les blessés à gauche, les hôpitaux à droite, et je mets une arête entre un blessé et un hôpital si ce blessé peut aller dans cet hôpital. Et je fais ça pour tous les hôpitaux vers lesquels il peut aller. Okay. Et j'ai ma capacité d'accueil des hôpitaux. Alors moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux trouver pour chaque blessé un hôpital à lui affecter, donc un des hôpitaux parmi les hôpitaux possibles pour lui, et je veux qu'en faisant ça, je respecte les capacités d'accueil des hôpitaux. Okay. Alors ça, je peux le modéliser par un flot. La question, c'est quoi? La question, c'est si je fais un flot, je vais encore vouloir faire, comme d'habitude, un flot avec une source et un puits unique. Donc je peux mettre la source du côté des blessés et le puits du côté des hôpitaux. Je vais orienter le graphe bipartite de la gauche vers la droite avec le sens que c'est les blessés qui sont affectés aux hôpitaux. Okay. Et je vais choisir. Non, c'est pas à nous de choisir les contraintes des blessés. Anna, c'est donné dans l'énoncé. Alors, dans l'énoncé, il est dit que chaque blessé vient avec une liste d'hôpitaux vers lequel il peut aller. Donc, c'est pas nous qui choisissons les arcs. Les arcs, ils sont définis par l'énoncé. Ils ne sont pas définis explicitement, mais il est dit que chaque blessé a une liste d'hôpital. C'est un problème général. Et du coup, ce que je vais vouloir faire, moi, c'est faire un flot de ma source. Donc, ma source, je vais la relier à tous les blessés. Et je voudrais trouver une façon de définir des capacités sur tout ça pour que trouver un flot maximum, ça soit trouver une affectation des blessés. Donc, tous les hôpitaux vont dans le puits. Tous les blessés ont un arc entrant depuis la source et tous les hôpitaux ont un arc sortant vers le puits. Et il y a un arc entre chaque blessé, chaque hôpital où il peut aller.
Ok. La question, c'est comment, du coup, maintenant, je peux résoudre mon problème avec un flot. Alors, qu'est-ce qu'il est dit exactement dans l'énoncé? Vous devez organiser l'évacuation en effectuant chaque blessé à un hôpital parmi ces options, sans surcharger les services de soins, en sachant que chacun peut admettre un certain nombre d'individus. Connaissant pour chaque individu la liste des hôpitaux où l'évacuation est possible pour lui. Donc, c'est ça qui est donné, Anna. Donner un algorithme efficace pour déterminer si tout le monde va pouvoir être évacué dans les conditions souhaitées et donner sa complexité. Alors, pour répondre à la question qui est posée, c'est une question oui-non. Okay, oui, tout le monde peut être évacué, ou non, tout le monde ne peut pas être évacué. Le flot maximum, c'est pas une question oui-non, c'est quoi le maximum du flot? Okay. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, pour répondre à la question, on peut faire mieux que répondre juste oui-non. On peut trouver une affectation qui satisfait le maximum de blessés. Et c'est ça que je voudrais trouver avec mon flot, c'est que je voudrais que mon flot maximum corresponde à une affectation des blessés dans les hôpitaux qui satisfait le maximum de blessés. Et ensuite, pour savoir si oui, j'ai une affectation parfaite, ben, j'ai qu'à regarder si l'affectation maximum, elle affecte tout le monde ou pas. Alors, comment est-ce que je peux m'y prendre? Ben, un truc naturel, c'est encore de mettre 1 sur les arcs entre les blessés et les hôpitaux, qui correspond au fait qu'il y a un blessé qui va suivre cet arc, d'accord, qui va aller vers cet hôpital. Donc, je peux mettre une capacité de 1 sur tous les arcs entre les blessés et les hôpitaux. Ensuite, qu'est-ce que je mets sur la capacité, par exemple, entre les hôpitaux et le puits fictif? Vous avez envie de mettre quoi? La capacité d'accueil de l'hôpital. Donc là, pour H1, je vais mettre NH1. Pour H2, je vais mettre NH2. Pour H3, je vais mettre NH3. Et pour HP, je vais mettre NHP. À quoi ça correspond, ça, dans la modélisation? Ça correspond au fait que le flot, ça va être des blessés, en fait, qui se baladent dans le réseau. Un blessé qui va de là vers cet hôpital. Et moi, je ne veux pas surcharger l'hôpital. Donc ensuite, quand les blessés ils doivent aller de l'hôpital vers T, je mets une limite au nombre. Le nombre, c'est la capacité d'accueil de l'hôpital. Donc si un hôpital, par exemple H2, reçoit plein de blessés, ce nombre-là, pour pouvoir transiter vers le puits en termes de flot, il ne doit pas excéder la capacité d'accueil de l'hôpital H2. Ok, et du coup, qu'est-ce que je mets comme capacité pour entre la source et les blessés? Je mets 1. Ok, pourquoi? Parce que chaque arc entre la source et le blessé correspond justement à un blessé. Donc là, le flot, en fait, on peut dire, c'est un flot de blessés qui transite. C'est un flot de blessés qui transite depuis la source vers le puits. Et voilà. Donc chaque blessé compte pour 1, c'est ce que dit cet arc. Et ce que dit la capacité des arcs entre les hôpitaux et les puits, c'est que les hôpitaux ne peuvent pas accueillir plus de blessés que leur capacité. Et maintenant, la question que je pose, c'est quel est le flot maximum de S à T dans ce réseau? Et ça, moi, je prétends que c'est exactement le nombre maximum de blessés que je peux accueillir dans les hôpitaux en respectant leur capacité. Alors, il y a une petite blague encore. Regardez la petite blague où elle se situe. C'est ce que je vous ai pointé juste avant par l'histoire des flots entiers. Je n'ai pas regardé le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? C'est à nous de choisir. Oui, il y a 1 entre la source et chaque blessé. Voilà. Ok. Alors, c'est pas la somme, c'est sur chaque arc, Baptiste, on va mettre la capacité de l'hôpital qui correspond à cet arc. Voilà. Ok. Regardez la blague qu'il peut encore y avoir et pourquoi est-ce qu'il faut absolument utiliser des flots entiers. Donc, nous, si on fait une bonne affectation, par exemple, la source, elle va envoyer 1 à chaque blessé qui correspond au fait qu'on va réussir à évacuer ce blessé. Sauf que regardez ce qu'on peut faire si on fait un flot quelconque. Ici, le blessé, je peux le splitter en 2. Je peux envoyer 0,3
de ce côté et 0,7 de ce côté. Okay. Donc ça ne correspond pas à ce qu'on veut modéliser dans la réalité. Dans la réalité, on ne peut pas splitter les blessés entre plusieurs hôpitaux. Okay. Donc nous, il faut qu'on interdise ça. Il ne faut pas qu'on ait des flots fractionnés. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander un flot entier. D'accord? Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas un flot max, c'est un flot entier max. Okay. Du coup, dans un flot entier, vu que là, tous mes arcs, ici, là, ils ont capacité 1, là, tout cela, eh ben ceux-là, ils vaudront 0 ou 1. Donc en fait, c'est carrément binaire. Et là, justement, ça correspond à ce qu'on veut. Le blessé, on l'affecte à cet hôpital, c'est 1, on ne l'affecte pas, c'est 0. D'accord? Et par contre, sur les arcs entre les hôpitaux et le puits, on aura le nombre de blessés qu'ils auront accueillis. Ok. Donc là, il faudrait prouver quand même que le flot entier maximum, que le flot entier maximum correspond bien à une affectation maximum des blessés, qui prend le maximum de blessés en charge. Et pour ça, en fait, ce qu'il faudrait montrer, c'est que si vous avez un flot là-dedans, un flot entier là-dedans, alors ça vous donne une affectation des blessés valide, et que si vous avez une affectation des blessés valide, alors vous pouvez la transformer dans un flot là-dedans. Du coup, si vous avez ça, ça veut dire que vous avez une équivalence entre les flots là-dedans et les affectations valides. Donc en particulier, flot maximum égale affectation valide maximum. Okay. Alors, si j'ai un flot là-dedans, est-ce que je peux bien le transformer en une affectation valide? Avec tout ce qu'on a dit, oui. C'est-à-dire que vu qu'on a un flot entier, ça vous donne 0,1 sur chaque arc. Donc ça vous dit le blessé si vous le mettez ou pas dans cet hôpital. Okay. Un blessé ne peut aller que dans un hôpital à cause de quoi? Ben, à cause du fait que je lui ai donné que 1 de flot. Donc il peut le mettre que sur un arc son flot. Il ne peut pas aller dans 2 hôpitaux. Il ne peut pas mettre 1 de flot ici et 1 de flot ici. Okay. Donc un blessé, un arc qui sort d'un blessé, il y en aura un seul qui sera à 1, vu qu'il y a un seul arc entrant à 1 sur le blessé. Donc ça me donne une affectation. Est-ce qu'elle est valide? Ben, la question c'est est-ce qu'elle respecte les contraintes des hôpitaux? Et elle respectera les contraintes des hôpitaux justement parce qu'on a fait attention à le mettre comme capacité sur l'arc entre l'hôpital et le puits. Du coup, le nombre de blessés là qui vont être à 1 sur les arcs rentrant sur H2 par exemple, il ne peut pas excéder N de H2. Donc du coup, cette affectation, le nombre de blessés qu'elle donne à H2, c'est pas plus que N de H2. D'accord? Par conservativité du flot sur H2. Donc, un flot là-dedans me permet bien de construire une affectation valide de même valeur que le flot, où je prends en charge le même nombre de blessés que la valeur du flot. Et l'inverse, est-ce que c'est vrai? Si j'ai une affectation valide d'une certaine valeur, où je prends un certain nombre de blessés en charge, est-ce que je peux faire un flot de cette même valeur là-dedans? Eh bien là, pareil, il faut faire un raisonnement pour dire que oui. Donc vous avez une affectation valide, ben justement, vous pouvez vous en servir pour mettre les arcs entre les blessés et les hôpitaux à 1 ou à 0, exactement comme le fait votre affectation. Et pour le reste du flot, ben, tous les blessés qui ont été pris en charge, qui ont au moins un de leurs arcs à 1, ben, vous mettez leur flot entrant depuis S à 1. Les autres qui n'ont pas été pris en charge, vous mettez leur flot à 0, et c'est conservatif sur le blessé. Ensuite, sur les hôpitaux, comment est-ce qu'on le rend conservatif? Ben, on compte le nombre d'arcs qui ont pris un flot à 1, entrant sur l'hôpital, d'accord, qui ont pris un flot à 1 parce qu'on avait affecté des blessés à ces hôpitaux. On sait que ce nombre, vu que l'affectation est valide, il n'excède pas NH2, et donc je peux envoyer un flot de ce nombre sur cet arc, et ça respectera la capacité de l'arc entre l'hôpital et le puits, et ça respectera la conservativité sur l'hôpital. Tous les blessés qu'il a reçus, je mets le même nombre pour le flot sortant vers le puits. Donc si j'ai une affectation valide, oui, j'ai bien un flot valide, c'est-à-dire respecte les capacités et conservatif dans ce machin-là. Donc, affectation valide
qui prend en charge B blessé me donne un flot de valeur B dans ce réseau un peu compliqué, là, et un flot de valeur B dans ce réseau entier, un flot entier, je sais pas, on parle de flot entier, me donne une affectation valide. On a prouvé le truc dans les deux sens. Donc, vu qu'on a ça, on est tranquille, on peut demander quel est le maximum. Affectation valide de B blessé, c'est équivalent à flot entier de valeur B dans ce réseau. Okay. Bon, si les explications ne vous ont pas satisfaites, vous pouvez me poser les questions de suite, ou vous pouvez aussi relire la correction à tête reposée. Normalement, c'est un peu plus carré. Donc du coup, s'il y a équivalence entre ces deux trucs, affectation qui prend B blessé et flot de valeur B, ben, le flot entier maximum, c'est l'affectation du nombre de blessés maximum que je peux faire. Voilà. Donc je fais un algorithme de flot là-dedans pour résoudre le flot entier. Alors là, il va falloir qu'on dise comment on fait quand même. Hein, parce que nous, on n'a jamais résolu le flot entier. On a résolu le flot. Flot et flot entier, c'est pas pareil. On n'a jamais dit, nous, que les valeurs devaient être entières sur le flot. Donc on va parler de ça dans 2 secondes. Mais si on arrive à faire ça, on fait un algo de flot là-dessus, on regarde le flot entier maximum, combien il vaut, ben c'est le maximum de blessés qu'on peut prendre en charge. Si ce nombre, il vaut le nombre de blessés qu'il y avait, on répond oui, affectation parfaite. Si ce n'est pas le nombre maximum, on répond non, pas possible d'affecter tout le monde. Alors dans la vraie vie, quand c'est pas possible d'affecter tout le monde, on affecte quand même des gens. Hein. On ne dit pas juste non, c'est pas possible, on laisse tomber. Reste plus que le problème du flot entier. Alors le problème du flot entier, on a déjà vendu à moitié la mèche dans le cours. J'ai pas dit qu'on pouvait résoudre le problème du flot entier, mais je vous ai fait remarquer un truc, quand on a fait l'algo de Ford-Fulkerson avec les capacités qui étaient entières, je vous ai fait remarquer quelque chose. Donc là, les capacités, vous voyez, elles sont entières. Hein. On cherche à faire des flots entiers sur un réseau où les capacités sont entières. Qu'est-ce qu'on avait remarqué dans l'algo de Ford-Fulkerson ou de Edmonds-Karp, c'est pareil. J'ai de la place pour écrire là, oui. Donc le problème avec lequel on se retrouve maintenant, c'est résoudre le problème du flot entier. Waouh. Alors, si on utilise des entiers, l'algo se termine toujours. Oui, et qu'est-ce qu'on avait montré pour ça? À quoi ça tenait le fait qu'il terminait? Je vous avais fait remarquer que si les capacités sont entières, qu'est-ce qui se passe pour le résiduel? Donc, au départ, dans les algos là, de Ford-Fulkerson ou de Edmonds-Karp, on part avec un flot nul. Oui, on prend le min du chemin augmentant. Donc, si j'ai des capacités entières et que j'ai un flot entier, alors ce qui est vrai au départ, c'est vrai au départ que j'ai un flot entier puisque j'ai un flot nul dans l'algo. Donc si j'ai des capacités entières plus un flot entier, c'est le cas puisqu'au départ, flot nul. Je me retrouve avec un résiduel à capacité entière. Exactement, Anna. Résiduel à capacité entière. Pourquoi? Parce que dans le résiduel, on fait que des différences entre le flot et les capacités. Donc si les deux sont entiers, le flot et les capacités, les différences entre des entiers, ça fait des entiers encore. Donc on se retrouve avec un résiduel à capacité entière. Et comme c'est là-dedans qu'on choisit notre chemin augmentant, eh bien notre chemin augmentant, il augmente le flot d'un entier.
D'accord? Et donc, un flot entier qu'on augmente d'un entier, ben, ça fait un flot entier. Et du coup, j'ai encore des capacités qui n'ont pas bougé, encore un flot entier, et je vais toujours rester avec un flot entier dans l'algo. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que les algos qu'on a donnés, Edmonds-Karp et Ford-Fulkerson, de toute façon, si vous leur donnez un réseau à capacité entière, eux, ils vont vous donner, et que vous partez d'un flot nul, eux, ils vont toujours vous donner un flot entier. Et comme on a prouvé qu'ils donnaient un flot maximum dans l'absolu, et qui donne un flot entier, ce flot entier qui donne ne peut être que le flot entier maximum. Et même, ça veut dire que le flot entier maximum, il est égal au flot maximum dans l'absolu. Ok? Il pourrait être plus petit. Le flot maximum dans l'absolu, c'est-à-dire flot sans contrainte. Si je pose des contraintes dessus, je vais arriver à faire moins bien en général. Bon, mais là, en posant ces contraintes, je ne fais pas moins bien. Je fais encore un flot de même valeur. Donc, flot entier maximum, c'est la même valeur, si les capacités sont entières, c'est la même valeur que le flot maximum dans l'absolu. Du coup, on peut demander des flots entiers maximum. Et c'est ce qu'on fait. Ok? Donc, avec ça, on peut résoudre notre problème d'avant. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Attendez, quelque part, il y avait un synopsis de l'algo dans la correction, peut-être on peut repasser dessus. Donc l'algo, c'est le suivant, pour résumer. 1, on forme le réseau que je vous ai montré. 2, on applique Edmonds-Karp sur ce réseau. On obtient du coup un flot entier maximum. 3, ça nous donne exactement l'affectation valide maximum. Et du coup, on répond oui ou non, selon que cette affectation, elle satisfait tous les blessés. Apparemment, les blessés étaient au nombre de n. La complexité de l'algo, c'est quoi? C'est la complexité de former le réseau plus la complexité d'appeler l'algo d'Edmonds-Karp. Donc la complexité d'Edmonds-Karp, donc ça c'est dans le cours, c'est nm carré. Et former le réseau, ça prend combien de temps? Si j'appelle n le nombre de blessés et m le nombre total d'affectations possibles entre blessés et hôpital, c'est-à-dire le nombre d'arêtes dans le graphe que je forme à la fin. Combien de temps ça prend de former ce réseau? Il y a n blessés, il y a p hôpitaux, et il y a m affectations possibles entre les deux. Alors, j'ai pas trop tenu compte du nombre d'hôpitaux, ce qui est pas bien là dans mon analyse. N plus m, oui. Mais en fait, c'est pas exactement n plus m parce qu'il y a p hôpitaux, j'en ai pas parlé. Donc ça serait plutôt grand O de n plus p plus m pour former ce réseau. Là, j'ai oublié le p dans l'analyse de complexité. On devrait le rajouter. Alors, ceci dit, si chaque hôpital peut accueillir au moins un blessé, je peux enlever le P, parce que M sera plus grand que P. C'est un petit détail. Ok. Question là-dessus?
Bon, si vous n'avez pas de questions, si vous en avez, vous me les posez, vous revenez dessus. Sinon, on passe à l'exercice 5. Exercice 5, encore un exercice de modélisation pour répondre à un problème de robustesse de réseau électrique. On veut savoir si un réseau donné, il est facile à mettre en défaut ou pas. Ça veut dire facile à faire une panne générale du réseau. On peut se la poser la question pour des réseaux électriques, mais on se la pose souvent pour le réseau Internet. Savoir, il faut faire tomber combien de liens pour couper la connectivité dans Internet. Je vous laisse réfléchir à ça. Ok, j'ai une question bête et qui va vous plaire. On vient de résoudre le problème du flot entier maximum dans un réseau où les capacités étaient entières. Mettons que je me mette en tête de résoudre le même problème, flot entier maximum, mais dans un réseau où les capacités sont réelles. On sait faire ou pas? Plus dur, pas plus dur? Ça revient au même, pourquoi? On peut faire le même algorithme, mais bon, il faut savoir si ça va marcher ou pas, parce que là, mon raisonnement pour dire les capacités sont entières, le flot est entier, donc le résiduel est entier, il marche plus si les capacités sont réelles. Pourquoi est-ce que c'est pas un problème différent, ça, en fait? Parce que quelqu'un m'a dit, on sait faire, mais ça n'a pas de sens, Diane.
Alors moi, je pense que ça a du sens. Je pense qu'on sait faire aussi, mais j'aimerais savoir pourquoi on sait faire. Pourquoi tu dis que ça n'a pas de sens? Moi, je prétends que c'est pas différent. Parce que vous... Ah non, mais là, c'est pas ce que je veux faire. J'ai dit, je veux faire un flot entier. Donc, je divise pas les malades. Le flot, il sera entier. Le malade, il va entièrement à un endroit. Par contre, euh, je mets des capacités. Alors là, je parle plus du problème des hôpitaux. Hein. Je parle d'un problème général. Hein. Je parle d'un problème. Mon flot, mon réseau, il a capacité réelle et je veux faire un flot entier dessus, maximum. Bon, ça a du sens. Mais pourquoi est-ce que c'est pas différent? Ben, réfléchissez à un arc avec sa capacité réelle. Nous, on va faire un flot entier, donc de toute façon, on va y faire passer un entier dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à sa capacité? On peut? Mais oui, on peut l'arrondir juste à l'entier qui est juste en dessous. Ça ne change pas du tout à ce qu'on va mettre sur l'arc, puisque de toute façon, sur l'arc, on a décidé qu'on mettrait que des entiers. D'accord? Donc, en fait, les capacités, si elles sont données réelles, on peut de suite leur amener un problème de capacité entière, puisqu'on ne va pas utiliser les capacités réelles. On va utiliser l'entier, au mieux, on utilisera l'entier max qui est sous la capacité. Donc, en fait, je peux arrondir toutes les capacités à l'entier en dessous. Et je me retrouve avec un problème à capacité entière. Donc, c'est exactement pareil. C'est pas très intéressant, du coup. Ça a du sens, mais c'est pas très intéressant. Ça va pas me donner un pouvoir de modélisation supérieur, par exemple. Oui, voilà, ben, Jonathan, ça c'est pour ça que le problème il a du sens. Parce que les entiers, en particulier, c'est des réels. Donc, je pourrais très bien vouloir faire un flot entier sur des capacités réelles. Le bâtiment de chimie qui explose. Ok, donc revenons à nos moutons, ou plutôt à nos usines électriques. Donc cette fois, la modélisation qu'on vous propose, c'est pas exactement par le flot, c'est par la coupe. Pour répondre à la question, en fait, elle est formulée de telle façon que la question qu'on se pose, c'est une question de coupe minimum. Alors essayez de modéliser le problème par un réseau adéquat par rapport au réseau qu'on vous a donné, etc.
Alors, comment est-ce que je modélise ça dans mon réseau? Donc, vous avez vu dans le réseau, là, vous avez les usines de production électrique qui sont comme ça, et vous avez les sites que vous devez alimenter qui sont comme ça. Donc, je veux le modéliser par un problème de coupe. Je veux déconnecter tous les sites de tous les sites de production, de tous les sites qui consomment l'électricité. Qu'est-ce que je vais mettre comme capacité sur les arcs du réseau? Je mets combien de capacité sur les arcs de mon réseau original? Ben, je vais mettre 1, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est le nombre de liens minimum que je dois couper. Donc, tous les liens, ils comptent pour 1. D'accord? Si je coupe ce lien, ben, ça fait un lien. Donc, je vais mettre 1 partout de capacité. OK. Ce que je veux savoir, c'est une coupe minimum qui me déconnecte toutes les usines de tous les sites de production. Alors, encore une fois, je me retrouve là, le problème, il est formulé naturellement en sources multiples et puits multiples. Les puits, c'est là où je consomme l'électricité. Les sources, c'est là où je la produis. Okay. Donc, vous voyez que c'est tout le temps le cas, en fait, qu'on a des sources et des puits multiples. Donc, moi, je vais me ramener, comme d'habitude, à une source unique et un puits unique. Donc, je vais prendre, alors je vais faire à l'envers cette fois, je vais mettre la source de ce côté-là, par exemple. Et je vais mettre le puits de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que je relie à la source? Ben, toutes mes sources de production. Et je ne les dessine pas tous. Qu'est-ce que je relie à mon puits? Tous les sites qui consomment de l'électricité. C'est eux, là. Alors, moi, maintenant, je voudrais que ma coupe dans le réseau original, ça soit une coupe dans ce réseau modifié. Donc, je ne veux pas que ça joue de rôle, les arcs que j'ai rajoutés. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme capacité sur eux? Je vais mettre un truc très grand pour pas qu'on ait envie de les prendre dans la coupe mine. Un truc très grand, moi j'en connais un, c'est plus l'infini. Si je mets plus l'infini partout, ça marche. Okay. La dernière fois, quand même, on avait dit que le problème de plus l'infini, c'est que si vous voulez implémenter le problème en vrai en machine, va se poser la question de comment modéliser le truc infini. Donc en fait, on pourrait prendre une capacité finie là, sur ces arcs. On peut prendre un truc très grand. Par exemple, le nombre de liens qu'il y a dans le réseau original. Mais on avait dit qu'on pouvait faire mieux. On avait dit que sur chaque arc, alors par exemple sur celui-là, là, à la place de plus l'infini, je pourrais mettre uniquement le nombre d'arcs qui rentrent sur ce truc-là. Donc ici, lui, il en a 2. Donc je pourrais lui mettre capacité 2. Celui-là, il a plus l'infini, je pourrais mettre capacité 1. Okay, parce que lui, il n'a qu'un arc qui sur lui et lui, il n'a qu'un arc sur lui. Donc ça ne va pas me modifier le flow maximum que je peux faire et du coup, ça ne va pas me modifier la coupe minimum non plus. Bon. Mais c'est un détail. Si vous voulez, pour se simplifier le raisonnement, on peut considérer qu'on a vraiment mis l'infini sur tous les trucs. Donc je mets l'infini sur tous les arcs que j'ai rajoutés. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne vont pas être dans la coupe minimum. Okay.
il y a un dernier truc qui ne correspond pas à ce que nous, on avait fait dans la formulation du problème de coupe ou de flot, c'était que nous, les arêtes, c'était pas des arêtes non orientées, c'était des arcs orientés. Okay, et ça, c'est pas un problème, ça. Qu'est-ce que je peux faire? Pour toutes les arêtes, si je veux, à la place d'avoir des arêtes, d'avoir des trucs orientés, qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'orienter dans les deux sens, parce que sinon, je ne sais pas dans quel sens l'orienter. Okay, donc, je peux remplacer toutes les arêtes par deux arcs. Un dans ce sens et un dans ce sens. Okay, et voilà. OK. Et je mets 1 de capacité sur les deux. Comme ça, ma coupe, quand elle coupe cet arc, elle aura bien capacité 1 parce qu'il n'y a qu'un des arcs qui compte. Vous savez que dans la capacité de la coupe, il n'y a que ce qui passe de gauche à droite qui compte. Donc je mets 1 sur les deux arcs. OK, ben voilà, mon problème, il est modélisé. Maintenant, si je trouve une coupe minimum entre S et T, déjà, je suis sûr qu'elle contiendra, qu'elle ne coupera pas, qu'il n'y a aucun des arcs que j'ai rajouté qui traversera, parce que sinon la coupe elle aurait capacité infinie, et moi je cherche une coupe minimum, c'est sûr qu'il y a une coupe plus petite en ne traversant que des arcs du réseau original. Et donc, la coupe de capacité minimum, la ST coupe de capacité minimum, c'est bien une coupe de mon réseau qui sépare tous les sites de production de tous les sites de consommation. Alors pourquoi ça? Peut-être on s'arrête 2 secondes sur ça quand même. Pourquoi est-ce qu'elle sépare bien? Si je demande la coupe minimum là-dedans, okay, la coupe min dans ce réseau, elle sépare forcément tous les sites de production, tous les sites de prod, de tous les sites de consommation, de tous les sites de conso. Pourquoi? Modélisation plus lisible, je sais pas. Le dessin est peut-être pas très lisible, mais la modélisation, elle est assez claire. Tu relis toutes les usines de production à une source fictive et tous les sites de production à un puits fictif. Ouais. Donc, en effet, c'est ça que je veux vous dire. On a S d'un côté et T de l'autre. Ça doit être clair. Page after. Hop. Paper style plane. Okay. Donc, nous, notre ST coupe que va nous donner la ST coupe minimum, ce qui est sûr, c'est qu'elle aura mis S et T de part et d'autre. Moi, je prétends que forcément, elle a mis toutes les usines de production, là, tous les trucs comme ça, là, de ce côté-là. Et tous les usines de consommation, là, tous les trucs comme ça, de ce côté-là. Pourquoi? Alors là, je voudrais raisonner en termes de couple. Imaginez qu'il y ait un seul de ces trucs-là qui ne soit pas du côté de T. Imaginez qu'il y en a un là. On imagine. Je fais en bleu quand on imagine. Imaginez qu'il y en ait un de ce côté-là, là, ici. Qu'est-ce que ça fait? Ben lui, il est relié à T. Par un arc à quelle capacité? Alors, en l'occurrence, par deux arcs, puisqu'on vient de dire qu'on avait symétrisé le réseau. Il a quelle capacité? Infini. Donc, si vous en avez mis un de l'autre côté, votre coupe, elle est de capacité infinie. Okay, donc ça, c'est pas... Ça, c'est sûr que vous pouvez faire plus petit. Et pareil, si vous avez mis un de ces trucs-là, là, pas facile à dessiner. Si vous avez mis un de ces trucs-là de l'autre côté, ben vous vous retrouvez encore avec une coupe qui a une capacité infinie. Donc,
si vous avez une coupe minimum, elle ne va pas faire ça. Elle ne va pas faire ça, pourquoi? Parce que justement, de toute façon, il y a une coupe qui n'a pas capacité infinie. La coupe qui n'a pas capacité infinie, elle met tous les trucs de cette forme-là de ce côté, tous les trucs de cette forme-là de ce côté, et après, je ne sais pas, les autres, elle fait ce qu'elle veut. Avec les maisons, elle peut les mettre ici, elle peut en mettre ici, mais en fait, je m'en moque un peu. Je suis sûr que tout ce qui traverse, là, c'est des trucs de capacité 1. Donc, il y a au moins une coupe qui a une capacité qui n'est pas infinie. Il y en a plein des coupes qui ont une capacité pas infinie. Vous avez juste à mettre toutes les usines du côté de S, de production, tous les sites de consommation du côté de T. Après, vous faites n'importe quoi entre les deux. De toute façon, ça n'aura pas capacité infinie. Donc, c'est sûr que la plus petite coupe, elle va vous mettre aucune des usines de production du mauvais côté et aucun des sites de consommation du mauvais côté. Parce que si elle fait ça, elle va avoir valeur infinie et il y en a des plus petites de valeur finie. Okay. Donc, quand on demande la plus petite ST coupe dans ce réseau qu'on a formé, c'est bien une coupe qui laisse toutes les usines d'un côté de production et toutes les usines de consommation de l'autre côté. Donc elle sépare bien les sites de production des sites de consommation. Et comme on demande la plus petite, ben c'est la plus petite qui fait ça. Okay. Donc là, ce que je faisais remarquer, c'était que une coupe mine laisse forcément tous les du côté de S et tous les du côté de T. Ok, donc je demande la coupe minimum dans ce machin-là, ça répond à la question. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est pas S égale prod, c'est... Oui, pardon, si, c'est S égale prod et T égale conso, c'est ça. Des questions sur ça? Donc pour résoudre coupe mine, comment on fait nous pour résoudre coupe mine? C'est quoi l'algo qu'on a pour résoudre coupe mine? Ben, tout le cours c'était ça. Coupe mine, c'est pareil que flow max. Okay, tout le cours c'est ça, c'est de faire que flow max égale à coupe mine. Donc je résous flow max, ça me donne en particulier la coupe mine. Ça me donne une coupe saturée. Voilà. Donc vous faites flow max, vous avez une coupe saturée grâce à flow max. Par exemple, vous faites le résiduel, vous faites un parcours depuis la source, vous voyez tous les sommets que vous pouvez atteindre. Ça vous définit une coupe saturée. Eh bien, elle est mine. Donc voilà, vous avez votre coupe minimum qu'on cherche. Ok, très bien. Il nous reste un petit peu de temps. Si vous n'avez pas de questions, on peut faire un petit truc en plus. On peut savoir le nombre de solutions possibles. Presque. Ça doit être calculable, oui, le nombre de solutions possibles. C'est-à-dire que je pense que oui, parce que je pense que tu peux avoir le nombre de composantes fortement connexes dans le réseau résiduel.
Et ça va t'aider à calculer le nombre de coupes mines possibles. Mais il est grand parce qu'il y a plein de coupes saturées et elles se croisent les unes entre les autres. Donc tu peux avoir un grand nombre. Mais je pense que ça doit être calculable. Mais c'est pas trivial. Ok, j'hésite entre deux trucs pour le temps qui reste. Peut-être on vient sur l'exercice 3. L'exercice 3, c'est donner des petits exemples sur les histoires de coupes saturées, de flow max, etc. Donc première question, on va faire ça. Première question de l'exercice 3. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un tout petit réseau avec un flow défini dessus qui ait au moins une coupe saturée et au moins une coupe qui ne soit pas saturée? Alors, je vous laisse essayer de trouver un petit exemple comme ça. C'est très très simple. Est-ce que vous arrivez à en faire un par vous-même? Ouais, ok. Ok, Willy, je suis d'accord. Le plus petit exemple auquel on peut penser, il est vraiment bébête, c'est un réseau à 3 sommets. 3 sommets, ça suffit. Faites un truc comme ça. Vous définissez la capacité de celui-là à 1, la capacité de celui-là à 2. C'est quoi le flow max qu'on peut envoyer de SAT? Ben, c'est 1, d'accord? En mettant 1 ici et 1 ici. Bon, ben, là-dedans, cette coupe, elle est saturée. Et celle-là, elle n'est pas saturée. Okay. C'est juste pour dire que, bien sûr, toutes les coupes ne sont pas forcément saturées quand on a un flow max. OK. Deuxième petite question. Donner un exemple de réseau et un flow dans lequel toutes les coupes sont saturées. Ah, du coup, avec ce petit exemple, c'est facile d'en faire un où toutes les coupes sont saturées. Donc ça, c'était pour la question A. Question B. J'ai qu'à prendre le même, mais je mets la capacité à 1, et là, toutes les coupes seront saturées. Okay. Donc ça peut arriver que toutes les coupes soient saturées. Là-dedans, toutes les coupes sont saturées. Bon, il n'y a que 2 coupes. Vous avez juste à décider, celui-là, vous le mettez du côté de S ou vous le mettez du côté de T. Il n'y a que 2 solutions. Donc là, il y a 2 coupes et elles sont saturées. Ici, seulement 2 coupes. Non, on n'a pas besoin d'un nœud au milieu, Corentin. Si on veut vraiment juste répondre à la question, tu as raison. Il y a un réseau encore plus petit. Encore plus petit que ça. Vous prenez que... Je ne peux pas dessiner là, ok. Vous prenez que S et T. S et T, voilà. Là, il n'y a qu'une coupe et elle est saturée. Je suis d'accord. Il y a plus simple que ça. Je suis d'accord aussi que ces questions ne sont pas d'une difficulté incroyable. Regardons si la C est plus intéressante. Peut-on toujours augmenter la valeur d'un flow maximum en augmentant la capacité d'une seule arête? Ah, ça, c'est plus intéressant. Donc, j'ai un flow qui est maximum sur un réseau. Est-ce que c'est toujours vrai comme on l'a fait dans l'exercice là où on augmentait les flots de canalisation? Est-ce que je peux toujours trouver une arête à modifier pour augmenter la capacité? Pour augmenter le flow max, pardon.
Lequel? Celui-là? Oui. Exact. Si j'augmente là-dedans, si, à la réponse du petit b, la première que j'ai donnée, si j'augmente qu'une capacité, par exemple celle-là, j'augmente celle-là, bon, c'est bien, mais celle-là, elle n'a pas bougé, donc je ne ferai pas un flow supérieur. Donc, en fait, de manière plus théorique et plus générale, surtout, de manière plus générale, dans quel cas je peux augmenter la valeur du flow en changeant une seule arête? C'est quoi tous les cas? C'est supérieur à quoi? Ben là, sur ce cas-là, on sait ce que c'est l'arête suivante, mais si tu as des réseaux plus compliqués, tu ne peux pas dire ça de manière générale. Je pense pas que tu puisses le dire comme ça. Tu veux dire que ce soit vrai sur tous les sommets du réseau? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ça me paraît pas complètement général comme réponse. Oui? Exactement. C'est ça que ça vous dit. Si vous pouvez faire ça, si vous pouvez trouver une arête telle que vous la changez, alors c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais presque. Si vous pouvez trouver une seule arête telle que vous la changez et le flow augmente, ça veut dire que cette arête, elle traversait toutes les coupes saturées. Je ne sais pas s'il n'y en a qu'une, mais ça veut dire que cette arête, elle traversait toutes les coupes saturées. Okay. Donc, vous pouvez faire ça que s'il y a une arête qui est dans toutes les coupes saturées, parce que s'il y a deux coupes saturées qui n'ont aucune arête en commun, ben, vous ne pouvez pas augmenter le flow. Parce que quand vous augmentez une arête, vous allez peut-être modifier la saturation d'une des coupes, mais l'autre qui n'a pas d'arête en commun, vous ne l'aurez pas touché. Donc il faut qu'il y ait une arête qui soit en commun à toutes les coupes saturées. Sinon, on ne peut pas le faire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a qu'une? Ça, je ne sais pas. Peut-être. Ça, ce serait une bonne question. Est-ce que vous pouvez faire un exemple dans lequel il n'y a pas qu'une coupe saturée, mais elles ont toutes une arête en commun? Peut-on toujours réduire la valeur du flow maximum en réduisant la capacité d'une seule arête? La dernière question. Moi, j'aurais envie de dire oui, là. Peut-être pas, remarquez. Non, peut-être pas, j'en sais rien. Ah ben si, je peux toujours, j'en suis sûr. Comment? Alors attends, il n'y a plus personne qui t'écoute. On va finir la séance bientôt, mais est-ce qu'on peut avoir encore 2 minutes de calme pour répondre à la question B? Après, je vous laisse aller manger et vous préparer pour la suite. Est-ce que je peux toujours réduire du coup la capacité avec une seule? Moi, je prétends que oui. Il suffit de réduire la capacité d'une arête qui traverse une coupe saturée. Vous prenez un flow max, prenez une coupe qui est saturée, vous réduisez la capacité d'une arête qui traverse, ben vous avez réduit la valeur de la coupe saturée, de la coupe mine. Donc vous avez réduit le flow max qui peut transiter dans le réseau. Donc là, la réponse c'est oui. Allez, on s'arrête là-dessus. Bon appétit et à demain pour le CM en amphi Thémis 10. Ouais. Un stylo. C'est où? C'est ici. Mais par exemple, je sais que pour celui-là. Pour celui-là, par exemple, c'est quoi ça? Moi, j'ai pas eu TD parce que le TD1, on l'avait fait la semaine dernière. Ouais. Et du coup, pour celui-là. Celui-là, t'es pas censé le suivre en fait. Il devrait pas être dans ton tableau. Ouais, c'est ça, mais le problème, je l'ai.
Non, mais enlève-le, barre-le, celui-là. Tu as pas cours, là, toi. Non. Non, tu as pas cours. Donc, enlève la ligne. Ok, très bien. Oui, merci. Bonne journée. Donc, j'arrête l'enregistrement.